Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, votre rendez-vous incontournable pour découvrir les vérités les plus cachées des figures publiques les plus discrètes. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un moment rare, intense et profondément humain. À 71 ans, François Fillon, ancien Premier ministre, personnage politique énigmatique et réservé, brise enfin le silence. Non, ce n'est pas un discours politique. Ce n'est pas une réponse à une affaire judiciaire. C'est un aveu intime, inattendu, bouleversant. Pour la première fois, loin des micros et des caméras de la vie publique, François Fillon dévoile ce que personne n'avait vu venir. La vérité sur le grand amour de sa vie. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après toutes ces années de silence, d'apparente maîtrise d'une vie bien ordonnée, choisit-il de tout révéler? Que cache cet homme que l'on croyait connaître? Et surtout, qui est ce grand amour? Est-ce une femme? Un amour de jeunesse? Un secret de famille? Une histoire inavouable? Ou bien une blessure jamais refermée? Dans cette vidéo exclusive, nous allons explorer les confidences rares d'un homme qui a tout connu, le pouvoir, la chute, l'oubli, mais qui n'avait jamais parlé de ça. Grâce à des témoignages inédits, des documents oubliés et surtout ses propres mots, vous allez plonger au cœur d'une révélation qui change tout. Car parfois, il faut toute une vie pour oser dire la vérité. Restez avec nous. Vous n'êtes qu'au début d'une histoire qui va vous émouvoir, vous surprendre et peut-être même vous bouleverser. François Fillon, homme politique français de premier plan, a toujours cultivé une image de réserve et de discrétion. Marié depuis de nombreuses années à Pénélope Fillon, il a souvent souligné l'importance de sa famille dans sa vie. Pourtant, à 71 ans, il a choisi de briser ce silence et de partager une vérité intime, l'amour de sa vie. Depuis ses débuts en politique, François Fillon a toujours été perçu comme un homme réservé, préférant se concentrer sur ses convictions et ses engagements plutôt que sur sa vie personnelle. Son mariage avec Pénélope, une femme discrète d'origine galloise, a renforcé cette image de couple soudé mais discret. Ensemble, ils ont élevé 5 enfants et partagé une vie loin des projecteurs. Cependant, la carrière de François Fillon n'a pas été exempte de controverses. L'affaire dite du Penelope Gate, en 2017, concernant des emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants, a mis sa vie privée sous les feux de la rampe. Cette épreuve a été difficile à vivre pour le couple, mais elle a également renforcé leur complicité et leur soutien mutuel. Les murs de la vieille maison en Mayenne semblaient retenir leur souffle ce jour-là. Le vent, timide, glissait entre les arbres centenaires du domaine, caressant les vitres comme s'il cherchait à entendre. À l'intérieur, François Fillon était seul, assis dans un fauteuil qu'il occupait depuis trop d'années. Devant lui, une tasse de thé refroidissait lentement. Autour de lui, les livres étaient rangés avec une précision maniaque. Les souvenirs encadrés sur les murs racontaient une vie de responsabilité, de décisions lourdes et de silence prolongé. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Il s'était levé plus tôt que d'habitude, incapable de trouver le sommeil. Une agitation inhabituelle rongeait son esprit. Ce n'était pas le passé politique qui le hantait, ni les critiques, ni les erreurs. C'était autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus vrai. Pendant des décennies, il avait tout enfermé dans un coin secret de son cœur. Pas par lâcheté, non, par nécessité. Parce qu'il avait cru qu'il n'avait pas le droit. Parce que les regards, les attentes, les rôles qu'il devait jouer lui avaient interdit cette vérité. Mais à 71 ans, que risquait-il encore? Qu'avait-il encore à perdre? Il avait toujours pensé qu'il mourrait avec ce secret, qu'il l'emporterait en silence dans une tombe bien rangée, comme le reste de sa vie. Et pourtant, ce matin, devant la fenêtre, alors que le soleil se levait lentement sur les champs, il avait compris qu'il était temps. Non pas pour les autres, pour lui, juste lui. Il se leva, marcha lentement jusqu'au bureau, ouvrit un vieux tiroir et en sortit une boîte. Petite, de bois sombre, avec une serrure oxydée. À l'intérieur, une lettre jamais envoyée, un foulard qui avait perdu son parfum depuis longtemps, et une photo. Elle n'avait pas changé, pas pour lui. Elle souriait encore, comme si le temps s'était arrêté ce jour-là. Son nom, il le prononçait encore en silence.
toujours avec la même délicatesse, comme s'il pouvait la briser en le disant trop fort. Claire. Il l'avait rencontrée bien avant que tout commence, bien avant que les ambitions prennent toute la place, bien avant que le monde l'enferme dans un costume taillé sur mesure, fait de devoirs, de protocoles, d'apparence. Claire, c'était la lumière avant les projecteurs, la tendresse avant les obligations, l'évidence. Ils s'étaient rencontrés à la bibliothèque universitaire de Nantes. Elle lisait Duras, lui lisait Camus. Ils n'étaient pas faits pour se plaire, mais quelque chose les avait liés immédiatement. Pas un coup de foudre. Quelque chose de plus lent, plus subtil. Un fil invisible qui ne s'était jamais rompu. Ils avaient passé des mois à se découvrir, à parler de livres, de rêves, de politique aussi. Elle voulait changer le monde, mais à sa manière. Pas dans les grands discours, pas dans les hémicycles. Elle voulait changer le monde des autres, un à un, par la poésie, par la parole, par la présence, et lui voulait le faire autrement. Quand il avait décidé de se lancer vraiment en politique, elle l'avait regardé avec une tristesse douce. « Tu vas t'oublier », lui avait-elle dit. « Non », avait-il répondu, « je vais me trouver. Alors ne m'emporte pas avec toi. » Elle avait refusé de le suivre. Pas par manque d'amour, justement, parce qu'elle l'aimait trop pour devenir invisible à ses côtés. Et il était parti. Ce n'était pas un remords, non. Les remords sont bruyants, envahissants, parfois faciles à apaiser. Ce qu'il ressentait, lui, ressemblait à une fine brume, douce, persistante. Une présence invisible qui s'insinuait dans ses gestes les plus anodins. Le silence avant de répondre, le regard un peu trop long posé sur une carte postale ancienne, le soupir au moment de refermer un livre. Claire n'était jamais vraiment partie. C'est ce qu'il comprit un soir d'automne, assis seul dans sa bibliothèque, lorsqu'il prononça son prénom à voix haute, comme pour la première fois depuis 40 ans. Il le laissa tomber dans le silence, sans le juger, sans l'habiller de honte ni de regret. Il le laissa exister, Poinceus, nom, contenait tout. La fraîcheur d'un matin de printemps, les éclats de rire dans une petite chambre étudiante, les silences partagés dans une librairie, les rêves griffonnés dans les marges d'un cahier, et puis cette séparation qu'aucun des deux n'avait souhaitée, mais que tous deux avaient acceptée, chacun croyant préserver l'autre. François avait cru longtemps que les choix étaient des murs définitifs, que l'on ne pouvait pas revenir, que l'on devait avancer droit, surtout lorsqu'on était un homme public. Mais il découvrait, sur le tard, que les souvenirs, eux, n'avaient aucun respect pour les lignes droites. Ils bifurquent, reviennent, cognent, et parfois, ils réclament justice. Dans le salon où il recevait autrefois des ministres, François restait maintenant des heures sans parler à personne. Il lisait peu. Il écrivait parfois sans savoir pour qui. Des phrases sans destinataire mais pleines d'adresse. Un jour, il ouvrit un vieux carnet noir relié à la main. À l'intérieur, des dizaines de pages blanches, comme si elles n'attendaient que cette histoire-là. Je t'ai laissé partir parce que j'avais peur de ce que tu réveillais en moi. Tu étais libre, vibrante, imprévisible. Moi, j'avais peur de tout perdre, ma carrière, mon nom, mon avenir. Et tu me disais, « François, l'amour n'est jamais une perte. » Je n'ai compris cette phrase que maintenant. Il écrivait sans chercher à corriger, sans honte, comme s'il se parlait enfin. Quand je te vois encore, c'est toujours dans cette lumière d'après-midi, celle du vieux tramway quand tu regardais dehors en silence. Je n'ai jamais connu un regard plus vaste. Tu étais là, mais tu étais ailleurs. J'étais le seul à penser que je pouvais t'attraper. Parfois, la mémoire joue à brouiller les contours. Il se souvenait d'elle comme on se souvient d'un tableau vu dans un musée. Les couleurs, l'impression générale, mais pas les détails. Il ne se souvenait plus exactement de la forme de ses mains, ni de la sonorité exacte de sa voix. Et pourtant, chaque femme qu'il avait croisée depuis, il les comparait à elle, inconsciemment. Il le comprit un jour, en revoyant une photo d'un dîner officiel. La femme à ses côtés souriait, belle, distinguée. Mais son regard allait ailleurs, toujours ailleurs. Claire n'avait pas été parfaite. Elle n'avait pas toujours eu raison. Mais elle avait été entière. Et lui, jamais. Il avait tout sacrifié au contrôle. Elle vivait dans l'intuition, lui dans la stratégie. Ils n'étaient pas faits pour durer, mais ils étaient faits pour marquer. Ce fut un hasard, ou une nécessité. Il reçut un message,
transmis par un vieil ami. Quelques mots griffonnés sur une carte postale. Je suis revenu à Nantes. Je me souviens du banc devant la cathédrale. Je t'y attends, demain à 16 heures. Ces doubles quotes. Il resta figé. Les battements de son cœur s'emballèrent. Il relut la carte des dizaines de fois. Il hésita toute la nuit. Et le lendemain, il prit le train, sans dire un mot, sans garde du corps, sans dossier sous le bras. Quand il la vit, assise sur ce banc qu'il avait presque oublié, il sentit ses jambes trembler. Elle se leva lentement. Le temps avait passé, bien sûr. Mais son regard était le même, immense, vrai. « Tu es venu ?» dit-elle simplement. « J'ai mis 40 ans, » répondit-il. Ils ne parlèrent pas beaucoup ce jour-là. Le silence suffisait. Ils regardèrent les passants, les enfants qui jouaient, les nuages qui couraient. « Je n'ai pas cessé de penser à toi, » murmura-t-il. « Moi non plus. Mais je n'ai jamais voulu t'attendre. J'ai vécu. Tu as eu raison, François Fillon, né le 4 mars 1954 au Mans, dans une famille où l'histoire et la politique occupent une place centrale. Son père, Michel Fillon, est notaire à Les Essarts, en Vendée, et militant gaulliste. Sa mère, Anne Soulet, originaire du Pays Basque, est historienne et professeure à l'Université du Mans. Elle soutient une thèse en 1982 sur Louis Simon, un état minier du XVIIIe siècle, et dirige le Centre universitaire d'éducation permanente. Anne Fillon est également engagée dans la préservation du patrimoine local, notamment en créant un musée des arts et traditions populaires à la Fontaine Saint-Martin. Le couple a 4 enfants, François, Pierre, Dominique et Arnaud. Arnaud décède tragiquement à 18 ans dans un accident, un événement qui marquera profondément la famille. En 1980, François Fillon épouse Pénélope Clark, une Galloise issue d'une famille de juristes. Ils se rencontrent alors qu'elle enseigne l'anglais au Mans. Le couple a 5 enfants. Marie, avocate, Charles, avocat, Antoine, banquier, Édouard, investment manager et Arnaud, étudiant à l'ESSEC Business School. Pénélope Fillon, bien que diplômée en droit, choisit de se consacrer à sa famille et à des engagements associatifs, notamment en tant que conseillère municipale de Solesmes. La famille réside au manoir de Bossé, un domaine du XIIe siècle situé près de Sablé-sur-Sarthe, offrant un cadre paisible propice à la réflexion et à la vie privée. Pierre Fillon, le frère cadet de François, est médecin ophtalmologiste et président de l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur des célèbres 24 heures du Mans. Dominique Fillon, quant à lui, est pianiste de jazz. Il a collaboré avec des artistes tels que Bernard Lavilliers et Michel Fugain et a enregistré plusieurs albums. Dominique a épousé Jane Clark, la sœur cadette de Pénélope. Dans les méandres du temps, là où les souvenirs se mêlent aux légendes, se dessine l'histoire d'une famille marquée par le labeur, l'engagement et une certaine noblesse de cœur. François Fillon, homme politique français, n'est pas seulement le produit de ses ambitions, mais aussi le reflet d'une lignée aux origines profondes. Les Fillon trouvent leurs racines dans les terres de la Vendée, entre les Essarts et les Herbiers, où le nom résonne comme une empreinte indélébile. Les ancêtres de François Fillon étaient des artisans, forgerons, fariniers, maçons et sabotiers. Ces métiers, empreints de simplicité et de rigueur, témoignent d'une vie dédiée au travail manuel et à la transmission des savoir-faire. Au fil des générations, la famille s'est enracinée dans la commune du Boupère, où les Fillon ont cultivé la terre et forgé leur destin. Anne Soulet, mère de François Fillon, est née au Mans en 1931. Historienne spécialisée dans l'histoire rurale, elle a enseigné à l'Université du Mans dans les années 1980 et 1990. Issue d'une famille originaire du Pays Basque, elle a su transmettre à ses enfants une passion pour la connaissance et la culture. Son mari, Michel Fillon, notaire de profession, a exercé son métier aux Essarts, en Vendée. Ensemble, ils ont élevé 4 enfants, dont François, Pierre, Dominique et Arnaud. Arnaud, le cadet, est tragiquement décédé à l'âge de 18 ans dans un accident, un événement qui a profondément marqué la famille. François Fillon, né en 1954 au Mans, est le fils aîné de Michel et Anne Fillon. Bien que sa carrière politique l'ait éloigné de ses racines vendéennes, il n'a jamais oublié l'héritage familial. Dans ses discours, il évoque souvent la maison Fillon.
une grande quincaillerie située aux Essarts, tenue par ses grands-parents paternels, Amande et Gabriel. Cette quincaillerie, prospère et respectée, était un lieu de rencontre et d'échange pour la communauté locale. La famille Fillon incarne des valeurs de travail, de respect et d'engagement. Chacun des membres a suivi un chemin qui lui est propre, mais tous partagent cet héritage commun. Pierre Fillon, frère de François, est médecin ophtalmologiste et président de l'Automobile Club de l'Ouest. Dominique Fillon, quant à lui, est pianiste de jazz, collaborant avec des artistes tels que Bernard Lavilliers et Michel Fugain. Cette diversité de parcours témoigne de la richesse et de la pluralité de la famille Fillon. Au fond de la campagne sartoise, il existe une maison aux volets de bois clair, posée comme une énigme entre les haies et les champs. C'est là que commence l'histoire de François Fillon, non pas le politicien, mais l'homme, le fils, le frère, le mari. Cette maison, aux pierres anciennes et aux jardins un peu sauvages, n'est pas seulement un lieu, c'est une mémoire. Dans cette maison, on parlait peu, mais on transmettait beaucoup. Le père, Michel, homme droit, regardait ses fils avec la sévérité douce de ceux qui croient plus à l'exemple qu'au sermon. Il écrivait peu, riait rarement, mais aimait profondément. Il était notaire, artisan de la loi dans les coins tranquilles du pays, et ce respect de la règle s'est gravé dans les gestes de ses enfants. La mère, Anne, était tout l'opposé. Elle aimait les livres comme on aime un compagnon d'enfance, avec familiarité et exigence. Son bureau, au bout du couloir, sentait l'encre et le papier vieilli. Elle écrivait des lettres qu'elle n'envoyait jamais, annotait les marges de vieux ouvrages et parlait d'histoire comme d'une présence invisible dans la maison. À ses enfants, elle n'a pas appris les dates. Elle leur a transmis l'esprit du passé. François, l'aîné, observait tout cela. Il apprenait vite à déchiffrer les silences, à comprendre les signes. À table, les repas étaient ponctués de silences signifiants. On n'interrompait pas. On écoutait. On attendait le moment juste pour parler. C'est là que François a appris que les mots, bien choisis, valent de mieux que les longues phrases. Mais c'est dans la fratrie que se formait l'autre part de sa personnalité. Pierre, le discret, passionné par les machines, les voitures, les rouages du monde. Dominique, le rêveur, toujours perdu entre les touches d'un piano ou les partitions mal rangées dans sa chambre. Et Arnaud, le plus jeune, celui dont la vie s'est arrêtée trop tôt, fauché par un destin que personne n'a jamais vraiment compris. Ce drame, la perte d'un frère, a creusé en François une faille silencieuse. Depuis ce jour, il a appris à ne pas attendre, à avancer, toujours. Il ne parlait pas de la douleur, il la rangeait quelque part entre deux silences, comme on plie soigneusement un mouchoir qu'on ne veut pas salir. Et puis il y eut Pénélope, galloise au regard franc, au silence complémentaire. Ils se sont reconnus, sans long discours. Elle n'était pas d'ici, mais elle comprenait. Elle comprenait le rythme lent de la terre, la noblesse des choses simples, la beauté d'un repas pris en famille sans qu'un mot ne soit dit. Ils se sont mariés dans l'intimité, sans éclat, comme tout dans cette famille. Mais l'amour y était vrai, enraciné comme un vieux chêne. Leur foyer, construit à l'écart du tumulte, était un monde en soi. 5 enfants y grandirent, chacun à leur image, mais porteurs d'une même éducation faite de rigueur, de discrétion et de curiosité. On leur apprenait que la liberté commence par la responsabilité. On ne les poussait pas. On leur montrait le chemin, puis on s'éloignait, leur laissant le choix d'y marcher ou non. Aujourd'hui, on regarde François Fillon avec les lunettes du pouvoir, des responsabilités, des controverses peut-être. Mais on oublie souvent cet homme qui, un jour, dans un coin de la Sarthe, a appris que la force ne vient pas de la parole, mais de la constance. Que la famille, ce n'est pas un décor, mais une fondation invisible. Et si l'on gratte les couches de l'ambition, de la politique, des discours et des tribunes, on trouvera toujours, quelque part, cet enfant debout dans un couloir de pierre froide, écoutant sa mère tourner les pages d'un vieux livre et regardant son père écrire avec lenteur une lettre à l'encre bleue. Il y avait une chose étrange dans la maison familiale, les horloges. Il y en avait dans chaque pièce, parfois même plusieurs. Mais jamais aucune ne semblait donner la même heure. 1 minute de retard ici, 3 minutes d'avance là. Pourtant, personne ne les corrigeait. C'était comme si le temps,
dans cette maison, était autorisé à être flou, personnel. François, encore adolescent, avait un jour demandé à sa mère pourquoi il ne les remettait jamais à l'heure. Elle avait souri et répondu simplement « Parce que chacun vit le temps différemment ». Ce souvenir-là, François ne l'a jamais oublié. Il s'est inscrit en lui comme une philosophie secrète. Il lui a appris que chaque membre de la famille avançait à son rythme, selon une musique propre, et qu'il fallait respecter cela, dans le silence, dans la patience, dans la retenue. Pénélope ne parlait pas beaucoup au début. Arrivée du pays de Galles, elle observait plus qu'elle ne participait. Elle écoutait les rituels, les longues promenades silencieuses du dimanche, les dîners où les regards remplaçaient souvent les mots. Mais très vite, elle en comprit la langue secrète. Elle devint comme un chêne planté dans cette terre étrangère, tenant bon face au vent et donnant une ombre apaisante autour d'elle. François trouvait en elle un équilibre. Quand il revenait de Paris, épuisé, son regard croisait le sien dans la cuisine. Il ne se disait rien tout de suite. Elle continuait à couper les carottes, lui enlevait sa veste, posait un baiser bref sur sa joue. Et ce petit geste, ce silence-là, valait plus que tous les discours du Palais Bourbon. Elle avait cette capacité rare de faire exister la paix dans un monde d'agitation. Marie, l'aînée, avait hérité du regard de son père, mais de